Bienvenue à tous, salut Judith. Heureuse de vous retrouver, salut Olivier. C'est excellent. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont fait le pari de la création, le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit et vous raconte leur parcours. Une fois par mois, c'est au Demago à Saint-Germain-des-Prés que nous avons le bonheur de vous retrouver. C'est excellent et on le prouve. Olivier Marchal et Pierre Assouline sont aujourd'hui nos invités. Soyez tous deux les bienvenus. Olivier Marchal, les enquêtes que vous menez en ce moment sur France 2 dans la deuxième saison des Rivières pourpres nous rendent absolument addicts. Vous y incarnez le commissaire Pierre Niemans, je ne sais pas si je prononce bien, c'est ça, à la tête d'une unité spéciale, l'Office central contre les crimes de sang, un grand flic, un flic hors norme, un peu comme vous Olivier. Oui, surtout un peu comme le réalisateur que vous êtes devenu. Personne ne vous attendait, le fils de boulanger-pâtissier à la Teste de Bûche dans le bassin d'Arcachon a su de film en film imposer sa signature. Vous êtes aujourd'hui, Olivier Marchal, au nombre des scénaristes et des metteurs en scène qui comptent dans le cinéma français. Gangster, 36 quai des Orfèvres, MR73, Les Lyonnais, Carbone et bientôt Bronx. Il y a eu Melville, Verneuil, Giovanni, Corneau, le polar comme on l'aime à son nouveau maître et il s'appelle Marchal. Et en plus, vous êtes drôle. Vous le prouverez encore dans le prochain film de Philippe Guillard, qui après Le Fils à Joe vous a réuni à nouveau avec Gérard Lanvin dans Papy Sitter. Cette comédie sort le 25 mars prochain. Le 4 mars. 4 mars. Alors, il y a marqué 45, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai dit 24, j'ai improvisé. Vous avez droit à une faute, Judith, ce soir. Une seule faute, elle est faite. Et la bande-annonce, vous avez... Merci Olivier. La bande-annonce. Ne vous trompez Et donc, pas la sur Pierre, bande-annonce il est très susceptible. Moi, je suis gentil, mais Pierre est très susceptible. La bande-annonce nous a régalé. Oui. Puisqu'on en parle, Pierre Assouline, vous venez de publier chez Gallimard votre nouveau roman, Tu seras un homme, mon fils. Le récit passionnant d'une rencontre à la veille de la Première Guerre mondiale entre Louis Lambert, jeune professeur de lettres au lycée Janson de Sailly, et un immense romancier à l'époque au sommet de sa gloire, Rudyard Kipling. Tu seras un homme, mon fils, c'est l'histoire de leur amitié. If, ce magnifique poème en est le point de départ. Ce roman, à la façon d'une fresque, nous raconte ce qu'a été la guerre, ce que fut l'Empire britannique. Il dépeint un certain âge d'or de la littérature et nous dit aussi ce qu'écrire signifiait pour Kipling. C'est tout simplement captivant, Pierre Assouline. Olivier Marchal, Pierre Assouline, vous recevoir est un plaisir. Vous écoutez s'annonce passionnant. Oui, et d'ailleurs, écoutez Valérie Solvay ne sera pas moins savoureux. Olivier, Absolument. Valérie qui a toujours le sens de l'art et de la manière et qui a choisi aujourd'hui de nous parler avec bonheur du porté de la chemise blanche. Ah, pas autre chose. C'est excellent et ça commence maintenant. Olivier Marchal, on peut vous voir en ce moment dans les Rivières pourpres saison 2 sur France 2. Pour celles et ceux qui auraient raté les premiers épisodes, la saison 1 est diffusée sur Netflix. Les Rivières pourpres, la suite du roman éponyme de Jean-Christophe Granger, une série diaboliquement addictive. Je peux témoigner, vraiment, Et c'est sincèrement. couché tard à cause de vous. Oui, vraiment. Vous y incarnez le commissaire Pierre Niemans, un policier passablement bourru et très efficace qui paye de sa personne et ne tolère aucune entrave dans la marche de ses enquêtes, au risque de bousculer un tout petit peu sa propre hiérarchie. C'est une histoire qui résonne particulièrement en vous, on suppose, Olivier Marchal ? Non, c'est-à-dire, moi j'ai été flic à une époque où j'ai connu des flics comme le commissaire Niemans, Oui. Malheureusement des flics qui ont disparu, avec un Paris qui a disparu aussi, avec un mode de vie qui a disparu, une façon de vivre, une façon de s'amuser. C'est-à-dire beaucoup de politiques ont tué la nuit à Paris, ont tué beaucoup de choses. Et c'est vrai que cette série, je pense qu'elle marche d'abord grâce au talent de Jean-Christophe Granger, et à l'univers de Granger. Ce sont des enquêtes qui nous sortent un peu des banlieues, des enquêtes classiques, et je ne critique pas, qu'on a l'habitude de voir. Là, on est dans des milieux un petit peu différents, avec des choses qui fascinent et qui font peur. Et puis l'immense, voilà, je pense que... Alors, Erika Sainte, ma collaboratrice, qui est une super comédienne, y est pour beaucoup aussi, dans le charme, dans sa façon de jouer, et puis dans tout ce qu'elle amène. Mais je pense que Niemans, il ressemble à ce qu'ont envie de voir aujourd'hui tous les Français. Ça veut dire c'est un mec qui met des tartes, qui n'hésite pas à vouloir gifler un archevêque. Bon, alors on est dans la fiction totale, mais je pense qu'on est dans une société tellement bien pensante aujourd'hui, tellement... dans le trop policé, voilà, exactement. Merci mon cher Olivier de m'aider. Moi je suis complexé parce que j'ai Pierre Assouline à ma droite. Ah, mais il faut pas. Et donc dès que j'ouvre le bec, peut-être que Pierre c'est-à-dire Pierre il est en train de me regarder Pierre, parler. il est peut-être un peu complexé aussi. Pierre il est complexé. Non, pas du tout Pierre. Non, arrêtez Pierre. Moi j'ai lu deux de vos romans dont un qui m'a bouleversé. Donc je voulais en faire on va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand même Goncourt,
enfin, tout ce que ce monsieur a écrit et que je n'ai pas eu le courage de lire, surtout parce que j'adore lire, mais à un moment donné, on se sent un petit peu en dessous des gens qu'on a envie de lire. Bah oui, Olivier, Donc, c'est pour ça qu'on vous aime. Parce on parle de vous et vous parlez mais des c'est autres. sincère. Oui, je sais que c'est sincère. Alors bien pardon, sûr. on revient sur Nimance. Oui. Donc Ouais. Nimance fait ce que Pierre ne ferait jamais dans la vie, c'est-à-dire mettre des gifles à des archevêques. Ah non, jamais je ferais ça. Voilà. Non, non, Mais il y a d'autres manières de le faire. L'écriture, c'est pas mal aussi. Non. Hein. Mais c'est vrai qu'on s'est- par Voilà. procuration. Par On s'est procuration, posé cette toujours. question avec Judith de savoir si finalement Niemans, en quelque sorte, n'était pas un peu le flic. Bon, évidemment, le scénario était complètement différent, mais est-ce que quand vous étiez, vous, policier, est-ce que vous n'aviez pas des emportements à la Pierre Niemans? Non, ça veut dire j'avais mes colères, j'avais, voilà. c'est mon chien qui arrive, pardonnez. J'avais mes chagrins surtout. Et Nimance est un homme plein de chagrins, c'est-à-dire il y a cet écrivain formidable, c'est Roland Canté, je crois, hein, Pierre, Ouais. qui a fini son livre en disant « Ne me secouez pas, je suis trop plein de larmes ». Henri Calais. Henri Calais. Magnifique. Pardon, excusez-moi, je Magnifique. n'arrive jamais à retenir le nom de ce Mercipien. Vous voyez pourquoi je suis complexé. Voilà. Mais en même temps, j'ai lu ce livre qui m'a aussi bouleversé, j'ai retenu. Et moi, j'étais un flic, il fallait pas trop me secouer parce que j'étais trop plein de chagrin. Et j'étais entouré de flics qui n'étaient que ça. C'est pour ça que je fais des Qui films était trop plein de sur chagrin. des flics. Alors, on reproche à mes films d'être virils, macho, action, violent et tout ça. Mais moi, je n'ai connu que ça. J'ai été flic quand j'avais 20 ans, j'ai été à la criminelle. J'ai fait 100 cadavres des morts de crimes violents. Donc à 21 ans, j'en avais déjà 40 dans la tête. Ah ouais. Et j'étais entouré de vieux flics qui pour moi étaient des vieux, ils avaient 40 ans. Mais ils étaient déjà tellement abîmés. Et c'est de ça dont je parle. C'est pas une critique de la police, c'est une analyse. C'est-à-dire que voilà. Et alors je sais plus, on Non, mais s'égare. c'est exactement ça. Mais Pardon. vous répondez, Olivier, à la question qu'on avait envie de vous poser. Comment justement l'homme et l'acteur que vous êtes arrive à composer avec la violence, justement, de rôle en rôle. La de violence, film elle en est toujours film. en moi. Ouais. Elle l'est de plus en plus avec l'époque dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle on vit. Quand je vois cette France qui s'abandonne à la bien-pensance parisienne, voilà, moi, je suis violent. Mais maintenant, moi, je fais mes films. J'essaie de faire des films qui ressemblent aux films que moi, j'aurais envie de voir. Ouais. Moi, je suis un dingue de Henri Verneuil, de Robert Enrico, de Claude Sauté, de Melville. C'est des belles références, et de hein. tant d'autres, bien sûr. Je ne me compare pas à eux, évidemment. Mais c'est du cinéma. C'était un cinéma populaire. Moi, j'ai grandi avec Lino Ventura, les Jean Gabin, Delon, Belmondo. C'est un cinéma voilà. viril, hein, on va pas se mentir. Hein. Oui, Mais c'est pas un reproche qu'on lui fait. Oui, mais c'est une constatation. Voilà. Ça se perd. Le public attend ça. Et je pense que quand il voit pour reparler des Rivières pourpres, c'est que quand il voit cette série, que je pense que, comme Braco d'ailleurs, Ouais. quand j'ai écrit la saison 1 Ouais. de Braco, Oui. c'était les flics Borderline. Oui. Quand je fais Borderline, le téléfilm sur France 2 qui cartonne aussi, c'est parce que je parle de mon ami Michel Néré et de Christophe Gava, qui sont des flics qui ont fait des gardes à vue, parce que pour des méthodes peu orthodoxes, le système les a condamnés, alors que c'était les grands flics qui avaient un taux de 95% de réussite. Voilà, les gens ont envie de voir ça, je pense, aujourd'hui. Ils en ont marre de ce côté policier de la société, puis de nos politiques surtout. On va pas Olivier, faire une émission Marchal, politique. vous aimez à mettre en scène les flics et les voyous, on va pas se Ouais. mentir. Hein. On pense à des gangsters, aux Lyonnais Oui. et à Bronx, qui va sortir dans quelques mois. Des mondes dont les codes se mêlent et s'entremêlent, à l'époque ou aujourd'hui aussi? Comment ça se passe? Non, c'est fini. À fini, ça. l'époque, nous, on allait dans des boîtes de nuit où il y avait des voyous, des flics, des putes, Tous des ensemble. addicts. On se mélangeait et puis c'était la scène de Hit où il y avait jamais mes patrons qui parlaient à des grands voyous qui disaient un jour on se recroisera. Ouais. Et puis ce jour-là, peut-être qu'il arrivera un truc. Mais en attendant, on boit des coups, on boit du En champagne. attendant, on est Et potes, puis quoi. on va voir les mêmes filles. Ouais. Donc c'était une belle époque. Aujourd'hui, le milieu n'existe plus. Il n'y a plus de milieu. Il y a, je pense que la drogue, la cocaïne, de toute façon, a ravagé toutes les couches de la société. Bien sûr. Et aujourd'hui, si vous voulez, il vaut mieux faire du trafic de stupes aujourd'hui que de braquer un fourgon. C'est-à-dire, vous braquez un fourgon, vous prenez entre 15 et 20 ans. Vous faites du trafic de stupes, vous prenez entre 5 et 8 ans et vous en faites 4, quoi. Vous travaillez à Wall Alors- Street, éventuellement. Alors qu'il y a des gros braqueurs qui sont toujours en prison. Bon, là on s'égare un peu, mais si vous voulez, mon ami Michel Néré me disait qu'à Lyon, on a affaire à des bandes de mecs qui sont sous coke, sous vodka, sous acide et tout ça, qui braquent des bijouteries pour un billet de 50 ou une montre ou deux. Et puis quand ils sortent,
ils attendent les flics pour les allumer. Et il y en a un des leurs qui les filme. Comme ça, il se passe le film sur les réseaux. Ouais. Voilà, je pense qu'on est dans une époque c'est qui est... époque. C'est la barbarie humaine, elle est là aujourd'hui. Pierre nous en parlera mieux que moi, je pense. Oui. On va en S'il reparler. partage mes idées. C'est déjà passionnant. Merci Olivier. Alors, autre histoire qu'on a eu envie de partager avec vous, ça n'a rien à voir, ça va vous étonner. Celle d'un bus, Judith. Bah oui, c'est étonnant ça, Olivier, d'ailleurs. C'est un signe que les temps changent, n'est-ce pas? Les deux Olivier et puis Pierre, présent ici. Sud Radio, c'est la Made in French Tech. Il est beau, il est spacieux, il est silencieux et il embarque, tenez-vous bien, 95 personnes jusqu'à 70 km/h. Il s'appelle Aptis, retenez bien son nom. Et c'est un bus. Et il vous plaît, hein? Je l'ai bien un aimé, bus, celui-là. c'est ça, dites-vous? Absolument. Une petite révolution serait plus juste. Aptis, c'est le premier bus 100% électrique dont nos centres-villes ont un besoin croissant. Il est sorti le 31 janvier dernier des usines Alstom et a fait son apparition dans les rues de Strasbourg. La compagnie des transports strasbourgeois en a même commandé une douzaine, Olivier. C'est dire s'il a plu. Et soyons clairs, Aptis n'est pas un véhicule électrifié de plus, comme on en nous propose beaucoup. Il a au contraire été conçu dès le départ comme un nouveau type de véhicule répondant aux défis à venir en matière de mobilité urbaine. L'innovation réside notamment dans des batteries électriques nouvelle génération qui sont montées sur son toit. Batteries qui peuvent être rechargées la nuit au dépôt, pas celui-là mais l'autre, hein, pour 6 heures d'autonomie en fonctionnement. Elles peuvent aussi se recharger 5 minutes à chaque terminus. Avec son plancher bas sur toute la longueur du véhicule, autre première, ça c'est une vraie innovation. Ce bus est accessible absolument à tous. Accessible à tous et le système de traction électrique élimine presque entièrement le bruit et les vibrations à bord. C'est bien ça, et c'est pas tout. Aptis est équipé de 4 roues orientables, ce qui lui permet de prendre moins de place dans les virages. C'est qui lui permet aussi de se coller au trottoir et d'être ainsi plus facile d'accès aux fauteuils roulants comme aux poussettes. Comme aux poussettes, notez-le bien. Alors Aptis bientôt à Paris, on peut le penser. Oui, la RATP a passé commande ainsi que les villes de Grenoble, La Rochelle et Toulon. Toulon et où on nous écoute d'ailleurs. Tout à fait, fidèlement. On est écouté dans toute la France avec Sud Radio. Sud Radio, c'est excellent et on revient dans un instant avec Olivier Marchal et Pierre Assouline. Toujours au De Mago, à tout de suite. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. C'est le titre de cette émission. C'est excellent. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, c'est l'histoire de leur passion. L'histoire aujourd'hui d'Olivier Marchal et de Pierre Assouline, dont le dernier roman nous a captivés. Pierre Assouline, avec « Tu seras un homme, mon fils », poème très important. Hein. Vous nous embarquez dans une autre époque. Nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale, du côté de Vernay-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales, station thermale qui, au mois de mars, devient anglaise, n'est-ce pas ? C'est ici qu'un jeune professeur de lettres va rencontrer un monument de la littérature. Un monument de sang vivant. Pierre Lambert, c'est le nom de ce jeune professeur, va se lier d'amitié, pour celles et ceux qui nous écoutent, on plante un peu le décor, va se lier d'amitié avec Rudyard Kipling, qui est alors à ce moment-là au sommet en quelque sorte de sa carrière. Il a décroché le prix Nobel de littérature, âgé à peine de 41 ans, 42 quelques années plus tôt. Parmi ses écrits, ce poème, If, qui fascine le jeune professeur. Comme il vous a fasciné vous-même, Pierre Assouline? Oui, mais ça n'a rien d'original. Pratiquement tous les collégiens, en Angleterre, ça va de soi, mais même en France, ont lu ce poème, l'ont récité en classe, parfois l'ont eu comme punition. Ce que vous racontez. Une copie à 30 fois If. Et puis, vous savez, j'ai rencontré énormément de gens depuis que ce livre est sorti qui me disent « Mon père l'avait encadré et accroché au-dessus de mon lit pour que je m'en pénètre ». Donc vraiment, c'est un poème qui a engagé et gouverné la vie d'énormément de gens. Évidemment, dans le reste du monde aussi, hein, pas seulement ici, parce que c'est un poème de sagesse. Et on aimerait y arriver. Il est universel, oui, il est intemporel, oui. il a plus d'un siècle, mais la traduction la plus connue, elle a un siècle en français, et un siècle après, il n'est pas daté. C'est André Mauroy, Pierre. C'est André Mauroy, hélas. Ouais. Oui, hélas. Mais ce n'est pas daté, c'est-à-dire que ça fonctionne, il y a une emprise aujourd'hui, comme il y a un siècle, de la même manière. Quelle emprise il a eu sur vous, justement? Pardon? Quelle emprise a-t-il eu sur vous? L'emprise, c'est celle qu'il a eue sur beaucoup de gens de toute génération, parce qu'on peut le lire à 8-10 ans, mais on peut le lire à 20 ans de la même manière, ou à 30 ans. Disons que la première emprise, c'est pas seulement le contenu du poème, c'est le fait que mon père me l'ait offert et me l'ait conseillé. C'est déjà ça qui compte. Si je l'avais trouvé par hasard dans un livre, il n'aurait pas eu la même puissance. Vous voyez, c'est bête, hein, parce que c'est le même texte. Mais quand même, la personne qui offre, qui conseille, ça compte énormément, ça ajoute. Bien sûr. D'ailleurs, Pierre Assouline, ce qui nous a vraiment fasciné, nous, c'est d'entrer à notre tour, grâce à vous d'ailleurs, dans l'intimité de Rudyard Kipling. Hein. Rudyard Kipling, pour ceux qui ne connaissent pas, on découvre un homme totalement absorbé et porté par son art. L'écriture, c'était absolument vital pour lui?
Oui, parce que bon, c'est un écrivain modèle. C'est vrai que pour beaucoup d'écrivains, je parle de sa façon de faire, d'écrire. C'est un homme qui a des facilités qu'on envie, parce qu'il avait une imagination qui n'était jamais en panne. Jamais. Donc, Il ne connaissait pas l'angoisse de la page blanche. non, je ne savais même pas ce que c'était. D'accord. Il a écrit beaucoup de nouvelles, quelques romans très connus comme Le Livre de la Jungle, même si aujourd'hui la plupart des jeunes, et pas seulement les jeunes, sont convaincus que c'est Walt Disney qui a écrit Le Livre de la Jungle, et pour cause. Non, c'est Kipling, Kim, Capitaine Courageux, mais c'est surtout un très grand poète et un très grand novelliste. Il y a un réservoir d'histoire, mais inouï. Et je pense au cinéma. Je veux dire, bon, ça se passe souvent en Inde ou ailleurs, c'est compliqué. Mais les histoires qu'il raconte, c'est un vivier, c'est comme Simenon, c'est un vivier inépuisable pour un cinéaste. Vous vous souvenez d'ailleurs de l'adaptation au cinéma de L'homme qui voulait être roi, Oui. avec Michael Caine et Sean Connery, c'était extraordinaire. Qu'on voit régulièrement de John Huston, C'était qu'on voit formidable, régulièrement à la ce film, télévision. bien sûr. Et alors ce qui est formidable, c'est que bon, le film en lui-même est formidable, mais toute la symbolique qu'il y a dans le film, tous les ésotérismes et tout ça, ça vient de la franc-maçonnerie. Car Kipling était franc-maçon. Grand franc-maçon. Et les histoires d'équerre, d'architectes, de machin, sûr. tout vient de là. C'est un âge d'or, petite parenthèse tout de même de la littérature, que vous ressuscitez à votre façon, Pierre Assouline. C'est aussi ce qui nous a beaucoup plu. Parce que Kipling, à l'époque, il faut bien figurer, c'est une rockstar, absolument. On lit encore énormément à cette époque-là. Ça l'est Oui. toujours d'ailleurs. On lit toujours, Mais dans les il est proportions qu'on best-seller. n'imagine Il faut pas. imaginer que ce type, dès l'âge de 23-24 ans, dès ses premiers livres, il est adoubé par les grands écrivains comme Henry James, il est fêté par tout le monde, mais surtout, non seulement il est best-seller dans le monde, mais il devient très riche, et il sera très riche jusqu'à la fin de ses jours, par ses seuls droits d'auteur. Il n'y a aucun héritage, il n'y a rien de tout ça. Ces droits d'auteur l'ont rendu millionnaire. Ce qui est aujourd'hui beaucoup Très plus étonnant rare. pour l'époque en plus. aussi, Pour hein. l'époque, c'est rare. Incroyable. Et en parlant justement de son génie, parce qu'il y a un réel génie littéraire, c'est le premier prix Nobel de littérature en langue anglaise d'ailleurs, je le rappelle, et c'est l'un des plus jeunes encore En 1907. hein. En 1907. En 1907 encore à ce Donc jour. c'est le début du prix Nobel. hein. Absolument. Mais alors son génie, vous le racontez, je trouve que c'est très énigmatique. Lui-même le doit, et c'est ce qu'il explique à ce jeune professeur, à son Daimon ou Daimon. Alors c'est Oui. qui, c'est quoi? Expliquez-nous. Parce que moi, Bah, j'ai lu le livre, Diamond, pour lui, c'est un talent quasi naturel. Quand je vous parlais d'imagination féconde, ça ne se travaille pas, l'imagination. Je veux dire, on est porté vers ça. C'est comme si vous demandez à quelqu'un d'avoir de la curiosité. On ne peut pas demander ça à quelqu'un. Un Non, jeune c'est jour- inné ou ça n'est pas. Non, mais quoi. les jeunes journalistes, enfin, il y en a qui viennent me voir, qui me disent comment on peut être journaliste et tout. Et il me dit comment on peut devenir curieux. Je dis non, mais ça on peut pas devenir curieux. Si on n'a pas ça en soi, on ne devient pas. Donc c'est comme avoir un sens visuel pour le cinéma. Je pense pas qu'Olivier Marchal, mais j'en sais rien, ait fait une école de cinéma. Non. Ça m'étonnerait. Non. Non, c'est plutôt l'école de la police. Donc L'école de la vie, on va oui, dire c'est- aussi. oui, hein. Et que c'est mais l'école ça- du cinéma parce que j'ai été cinéphile dès 8 ans. oui, quoi. cinéphile, C'est- mais ouais, il y a beaucoup de je suis bouffé cinéphiles. du film. Mais il y a beaucoup de cinéphiles, j'en suis, qui seraient incapables de faire un film. Mm. Incapable. On m'a proposé d'en faire et j'ai dit non parce que c'est un métier et ça s'acquiert, ça se. Bon, et je trouve admirable que vous ayez pu faire les films que vous avez faits, Quai des Orfèvres, tout ça, parce que vous avez l'œil. Vous avez l'œil. Et ça prend pas. La sincérité aussi, ça marche. Hein. C'est gentil, Pierre. Oui, mais On va en il a été parler, aussi à l'école mais de On la se vie. fait des compliments avec Pierre. on est Parle beau, pas ouais, de mais vous. c'est- Bah non, On n'arrête pas de parler de. Je savais pas que j'allais le rencontrer. Bon, excusez-moi, C'est monsieur, une mais radio, pour c'est parler revenir- vrai, mais c'est. Laissez-nous tous les deux avec Pierre. Ouais. Arrêtons cette émission. Vous pouvez Allez, sortir, dîner avec allez-y. Pierre. Est-ce Ouais. qu'on Sortir peut de ce revenir, café. avant de vous laisser, un Pierre, peu avec nous Rudyard intéresser. Kipling Rudyard Kipling, on découvre qu'il se méfiait plus que tout des journalistes, hein, n'est-ce pas Olivier Il se méfiait de nous, Pierre quoi. aussi d'ailleurs à sa Et des façon. biographes. Bien sûr, oui, bien sûr. Il a Et ce peut-être que pas tout le tort. monde ne sait pas, c'est que justement, il a été marqué par les disparitions de sa fille aînée et de son fils, hein, et que son fils est tombé en 1915. Le corps n'a jamais été retrouvé. Comment est-ce qu'il a trouvé la force de continuer ce Rudyard Kipling Est-ce que ce poème d'ailleurs date de après ou d'avant la disparition de son fils Ah, faut pas te dire. Non, le fameux poème Peut-être date avant. de 1910. Alors, je corrige juste une chose, c'est un lapsus, mais Pardon. c'est pas la guerre de 40, c'est la guerre de 14. J'ai Là, dit 14. c'est la- Ah bon J'ai entendu 40, pardon. Non. Moi j'ai bah, entendu c'est pas grave. 14, mais c'est pas Moi, j'ai grave. entendu 14. Ah, pardon, A c'est priori, moi. je me trompe Voilà. pas entre les deux, Non, mais... c'est Non, moi, non, c'est moi qui ai mal non, entendu, mais c'est la. C'est la l'acoustique. réverbération. C'est l'acoustique. La fameuse bataille de l'os. Je veux bien me dans tromper une la fois, mais pas deux Ah non, quand mais même. on- Et il on tombe peut se en tromper. 1915. On ouais, peut se absolument. tromper, moi j'ai des lapsus pareils, alors vous imaginez. Simplement, étant mort en 36, de 14 à 36, il est resté avec ces deux morts sur sa conscience. Il est quand même
coupable et responsable. Quand je dis ça, je ne porte pas un jugement. Parce que la première fois, sa fille, elle avait 8 ans, c'était sa fille aînée, il l'adorait, elle était belle, intelligente, elle avait tout. Ils avaient une complicité. Et c'était en décembre, il devait partir à New York faire une conférence. Et sa propre mère, à Kipling, lui a dit « On n'emmène pas des enfants pour une traversée de l'Atlantique en plein hiver. » Parce que ça durait 15 jours à l'époque, à Londres-New York. C'est glacial, c'est de la folie. Il a tenu à le faire quand même. Elle lui avait dit, en plus, tu vas arriver dans une ville, New York, où il fait moins 10 degrés en décembre. Il s'est obstiné. Évidemment, tout le monde a eu une pneumonie. Lui aussi, il a failli y passer. Et sa fille est morte à New York. Elle a été incinérée là-bas. C'est terrible. Et évidemment, pour lui, c'est... Et en même temps, il n'en parle jamais. Mais c'est ça. Dans ses mémoires, il n'y a pas un mot là-dessus. Il est typiquement anglais. Never explain, never complain. Il reste fermé à double tour à l'intérieur. Mais avec son fils, ce jeune Son qui est fils, myope, qui ne doit pas partir alors, en bis principe repetita, combattre. son fils, il ne doit pas aller à la guerre parce qu'il a hérité du père une myopie terrible. Absolument. Moins 9 d'un côté, moins 10 de l'autre. Bon. Et malgré ça, il est réformé et le père n'accepte pas. Parce que le père dit, quand on est le fils du grand Kipling, le fils de l'homme qui a écrit Tu seras un homme, mon fils, eh bien, on rejoint toute sa génération dans les tranchées en France, en 14. Et lui, il dit, je veux bien si tu veux, mais j'ai été réformé. C'est un peu la honte. Eh bien, il le pistonne pour être dans un régiment qu'il accepterait. Et évidemment, dès le premier assaut en 1915, il sort des tranchées à la tête de son unité, et évidemment. Mais il est porté disparu. Alors le père dit, il n'est pas mort. Et pendant 2 ans, il cherche le cadavre de son fils, ou du moins des traces, en creusant la terre, là-bas, là où il est tombé. Ce qui est dérisoire. Et au bout de 2 ans, l'armée anglaise lui dit, arrêtez, il est mort. Cette fois, c'est sûr, il est mort, vous ne retrouverez rien. Et jusqu'à sa mort, à lui, Kipling, il restera... est mort à quel âge, bien il est mort vers 72 ans, 73 ans, il est mort en 36. C'est un ulcère. Il avait que 2 enfants, c'est 2 enfants. Non, il avait 3 enfants, il lui restait une fille. Mais enfin, sur les 3, il y en a 2 qui sont morts par sa faute. Oui, et ça, c'est Ce qui lui inspira d'ailleurs ces vers terribles que vous rapportez. Alors, je ne vais pas tout raconter, je veux vraiment que les gens découvrent cet ouvrage, parce qu'il est émouvant, il est bouleversant à bien des égards. Je parle de votre ouvrage à vous, Pierre Assouline. Mais Rudyard Kipling aura cette formule, si on vous demande pourquoi nous sommes morts, demandez à nos pères, parce qu'ils ont menti. Ça, c'est dans un poème, et c'est terrible parce que c'est prémonitoire. C'est avant la guerre. Avant. C'est incroyable qu'il ait écrit ça. D'abord, c'est très beau, mais c'est paralysant quand vous lisez ça. Je le reproduis dans mon roman, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mon Dieu, mais comment il a pu écrire ça 5 ans avant ? Restez avec nous, Pierre Assouline. On a bien fait de vous inviter. Moi, je ne regrette pas d'être venu, en tout cas. Je ne regrette pas que vous soyez là. Vraiment, merci à tous les deux. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Valérie Solvay nous rejoint à l'instant. Oui, Valérie, aujourd'hui, il s'agit bien de chemise blanche et non de chemise blanche et non de col blanc. Sud Radio, c'est toujours excellent et c'est l'art et la manière. Bonsoir Valérie Solvay. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de chemise et de col blanc ou le contraire ? C'est pour rendre hommage à vos 2 invités. La chemise blanche, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pièce symbolique du vestiaire féminin et masculin, la chemise blanche. Tout le monde devrait posséder une chemise blanche, ou 2. D'abord parce qu'elle donne immédiatement de la tenue, de la noblesse et de l'élégance à celle ou celui qui la porte. Mais surtout, parce que la chemise blanche est un vêtement militant et politique, un vêtement d'engagement. La porter n'est jamais anodin, ni insignifiant. L'exiger non plus. On vient dîner chez moi en chemise blanche ou on ne vient pas. C'est un vêtement qui reste toujours un peu d'exception, même si pour certains, l'exception est la règle et l'occasion d'en porter une, c'est tous les jours. Car sa couleur la rend fragile et sensible. Elle rayonne, elle peut même éblouir. C'est une éducation aux vêtements qui nécessite toujours un travail et une certaine attention. On vérifie le col, les manches, les plis. Mais commençons avec un peu d'histoire. La chemise blanche a eu plusieurs vies. Mais le col blanc est d'emblée un marqueur social. Au XIXe siècle, la chemise blanche restait le plus souvent à l'abri des regards, sous les vestons et les manteaux des hommes. Seuls le col et les manchettes étaient montrables. Elles étaient amovibles, et selon les époques bien sûr, renforcées, amidonnées ou pas. Puis, les années 20 et 30, les garçons s'emparent de la chemise blanche masculine comme d'un symbole de lutte pour l'égalité des sexes. Puis ce sont des stars, Greta Garbo, Marlène Dietrich ou Katharine Hepburn, et la portent évidemment toutes celles-là de la façon la plus androgyne. Mais c'est sans doute Marilyn Monroe qui donne la chemise blanche d'une façon la plus glamoureuse. Depuis le début de cette chronique, je pense à cette photo culte
devenue culte en tous les cas, de Peter Lindbergh. Elle est restée des mois dans un tiroir pour finalement paraître en janvier 1990 en couverture du Vogue anglais. On y voit les plus beaux mannequins du monde, sur une plage, jambes nues, simplement vêtus d'une chemise blanche oversize. Linda Evangelista, Naomi Campbell et bien d'autres. C'est magnifique et politique, une illustration d'émancipation et de liberté, de savoir-être. Aujourd'hui encore, plus qu'hier, la chemise blanche est un art et une manière d'être et de paraître de certains métiers que j'aime, ceux de la gastronomie et de l'hôtellerie. Évidemment militaire, j'allais oublier, j'hésitais encore. Une manière de résister ou laisser aller à l'amorosité, une manière conquérante. Que ce soit pour séduire, pour travailler, pour dîner ou pour mourir sur une barricade, comme le communard Charles de l'Écluse, pour ceux qui ne connaissent pas, en 1871, qui, sachant que la fin était proche, est remonté chez lui se mettre une chemise blanche. Oui, une chemise blanche, et redescendre se faire tuer. On raconte qu'en apprenant la nouvelle, Victor Hugo se serait exclamé « Il était capable de ça et il ne me l'a pas dit ». Merci Valérie Solvay. Merci Et surtout Valérie. à la semaine prochaine, À la semaine l'art et la prochaine. manière, chaque semaine sur Sud Radio dans C'est excellent. C'est excellent qui revient dans un instant avec Olivier Marchal et Pierre Assouline, toujours au De Magot à Saint-Germain-des-Prés. Vous écoutez Sud Radio et vous avez bien raison. C'est excellent. C'est le titre de l'émission. C'est excellent. C'est l'histoire de leur passion. Olivier Marchal et Pierre Assouline sont aujourd'hui nos invités. Olivier Marchal, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de jouer? On a envie de savoir. Vous vous souvenez de votre premier rôle au cinéma, par Qui ou exemple? qu'est-ce que d'ailleurs Qui, quoi, comment? Mon premier rôle, c'était en 4e. Ouais. Je jouais Monsieur Perrichon dans Le Voyage de Monsieur C'était pas du Perrichon. cinéma quand même. Non, Et au non, mais cinéma c'était au théâtre. Au cinéma, j'ai joué dans. J'avais 2 répliques, une journée de tournage dans Ne réveillez pas un flic qui Voilà, dort, j'allais vous coter de avant José vous-même. Pinero, Voilà. et je me retrouve avec C'était en Michel 88, Serrault hein. et Alain Delon dans la même séquence. Alors franchement, on commence avec Alain Delon et Michel Serrault. C'est votre Ouais. premier film, c'est quand même beau pour un Voilà. début. Et on finit avec Hein Olivier Daudet de Magot. Colère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute ma vie, ça. Vous voyez Dites-moi, ce que je veux Olivier dire? Marchal, ça, je suis pas sûre que ça intéresse particulièrement nos auditeurs, cela Si, dit. bien Je sûr. plaisante, je plaisante. On se sent comment quand on débute à côté des monuments de ce cinéma français? On peut savoir quand même. Non, mais on se sent tout petit, on se sent rien du tout, c'est tout. Moi, voilà, j'étais un. Mais c'est une grosse pression, quoi, quand même. Ben, c'est-à-dire, on arrive, il y a Delon et Serrault, j'avais 2 répliques, j'avais vraiment 6 mots, quoi, je crois, Vous en disiez tout. quoi? Je pense que j'étais en face de Rémi Kirsch, je faisais un flic en tenue, lui aussi. Il y avait Michel Serrault à côté de moi et Alain Delon qui passait dans mon dos avec Patrick Catalifo, je tiens à le signaler. L'excellent Patrick Parce que Catalifo. Patrick, il a fait 4 films avec moi en tant que réalisateur. Oui. Ouais, moi, un réalisateur avec lui. Et c'est vrai qu'on arrive, on est perdu, quoi. Moi, je transpirais de partout. Je suis arrivé au studio de Boulogne-Billancourt à l'époque. Je suis tombé sur Delon, qui m'a regardé de la tête aux pieds, genre qu'est-ce que tu viens faire dans mon Il film? vous a salué ou pas? On a envie de savoir. Non. Et Michel Serrault, il paraît. Michel Serrault est venu, j'étais en train de me faire maquiller, je ne savais pas qu'on maquillait les acteurs, moi. Je découvrais tout ça. Et Michel Serrault est venu se présenter. Il m'a dit bonjour, je me suis Lui, il a été sympathique. Monsieur Serrault. Et je lui ai dit oui, monsieur, je vous connais un petit peu. Et il a été adorable avec moi. Après, on se laisse. Après, c'est beaucoup de chance ce métier. C'est énormément de travail. Et après, c'est beaucoup de chance. Mais j'en ai eu et j'ai beaucoup Ça travaillé. provoque la Vous avez chance surtout aussi, beaucoup hein. travaillé, vous travaillez beaucoup. ça, Je peux en bosse beaucoup, témoigner. ouais. Et Ça provoque Olivier, tout ça. Alain Delon, une fois que vous êtes devenu réalisateur, vous n'avez pas eu des projets ensemble? Il n'a pas été tenté Si. par une aventure avec Marchal? Si, bien sûr, on a. Parce que ce qui m'a touché, enfin, voilà, c'est que Alain Delon disait dans la presse le seul réalisateur français avec lequel je veux travailler, c'est Olivier Marchal. Ouais. Donc, C'est bon il ça, a dit même une s'il n'a pas fois, dit bonsoir. Hein. 2 fois. Non, mais quand j'ai préparé les Lyonnais, évidemment, j'ai pensé à lui. Donc, j'ai eu le plaisir. Enfin, c'est un mélange de. Enfin, ça m'ennuie d'en parler à la radio, mais c'était mon idole, moi, avec Gabin, Ventura, Delon, Belmondo. Voilà, j'ai grandi avec ces 4 monstres du cinéma. Et de passer une soirée avec Delon en tête-à-tête, j'en ai pleuré, moi, en sortant, parce qu'il m'a parlé de Robert Enrico, de Ventura, il m'a raconté Bébel, il m'a raconté Romy Schneider, La Piscine, enfin, tous les films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et donc, j'avais pensé à lui pour les Lyonnais. Et c'est vrai que j'ai la première distribution des Lyonnais, le premier casting, ça devait être Alain Delon, Bernard Giraudot, Gérard Lanvin. Voilà. Et j'ai eu la chance de dîner avec les 3. Voilà. Et moi, ancien flic de là où je viens, petit mec de province, petit flic, petit acteur télé qui fait des films,
me retrouver face à ces monstres. Je n'oublierai jamais cette soirée, comme je n'oublierai jamais les soirées que j'ai passées avec Depardieu, Auteuil et tout ça. Et après avec Alain, je l'appelle Alain, ne m'en veux pas Alain si tu écoutes Sud Radio ce soir. Mais bon, ça s'est pas très bien passé parce que je pense qu'il a très peur aujourd'hui. Malheureusement, il se saborde lui-même. Je lui en veux pas, hein. C'est que c'est un type qui veut. Et au bout d'un moment, il a peur de finir sur un échec, je pense. Voilà, Il a peur de mourir sur les planches, entre non, guillemets. même pas. Non, il a peur de finir sur un Passer à film côté. qui marche pas et de pas être à la hauteur parce que. Enfin, c'est de mon point de vue, hein, parce Ouais. que se saborder comme il l'a fait, on s'est quitté très fâché quand même. Et moi, c'est mon grand regret parce que j'aurais adoré tourner avec Delon. Bon, Bernard, malheureusement, le pauvre, le film, je lui ai dédié à Bernard Giraudot Oui. parce qu'il est mort. Il savait qu'il avait un cancer, donc il a fini par refuser le tournage parce qu'il savait qu'il allait mourir. Voilà, et après, c'est Gérard qui a hérité du rôle, et tant mieux pour Gérard qui est mon pote, hein, voilà, Gérard Lanvin. On va en reparler parce que Philippe Guillard vous réunit à nouveau Oui, à oui, l'écran. On tout va en à reparler dans fait. quelques instants. Olivier, certains pensent qu'on est le fruit de son enfance. Quelles lectures ont accompagné de ce point de vue votre enfance et votre adolescence? Et Pierre Assouline vous écoute attentivement. A Parce qu'ils sont priori, tous Alors, je suis attention. là, Ah, ils sont hein. tous Je suis obligé de dire, Ouais. j'ai lu tous les romans de Pierre Assouline. Non, j'en ai lu deux. Et ça me suffit. Vous savez, après, dans mon enfance, j'ai lu Jack London et Barjavel. Oui. Et après, voilà, Très belle référence. et les romans que j'ai lu beaucoup de romans noirs après que mon père, j'ai lu Thompson, Chalamet, j'ai lu Frédéric Dard, j'ai lu tous les San Antonio que mon père avait. Je pense que ça m'a beaucoup influencé sur la Sur manière les dont deux j'écris. carrières que vous avez Voilà. eues aussi. Hein. Voilà. Vous validez, Pierre Exactement. Sur les bons Bah, choix. valider, je ne connais pas son enfance, donc je peux pas valider. Non, je parle des choix de lecture. Mais ces lectures, écoutez, Frédéric Dard, j'adorais le bonhomme déjà. Ouais. Et évidemment aussi San Antonio. Et les grands américains, bien sûr, Dashiell Hammett, Jim Bien sûr. Thompson, Chandler. Raymond Chandler. Chandler, Ah oui, voilà, c'est- ouais, merci Pierre. C'est des grands, Voilà. c'est des grands. Ouais. Je veux dire. Mais et là aussi, pour moi, c'est des viviers à film. Bien entendu, C'est c'est très pas- imagé, quoi. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut et on peut en plus transposer. On n'est pas obligé de faire ça dans la 32e rue à New York, à Manhattan. Exactement. On peut le faire à Paris si on veut. Exactement. Parce que c'est la littérature universelle. Ça parle des passions. La violence qui existe dans ces livres-là, elle existe partout dans le monde. Donc ça se transpose facilement. Et Simon aussi, hein, dont vous Aussi, avez fait une Simon. biographie. Non, mais Voilà, je alors sais. Simon encore Et, plus. moi, j'ai joué de 2 téléfilms inspirés Ah oui, des romans lesquels de Simon. Ah oui. C'était Les Innocents, je pense. Oui, Les Innocents. Et l'autre, je sais pas, c'est Denis Malval. Oui, Denis Malval. Voilà, qui a fait. Voilà. Oui, formidable, avec Jacques Santamaria Voilà, comme il y a scénariste. Jacques Santamaria qu'au scénario. Oui, Voilà, oui. j'ai eu la chance de. Ah oui, oui, Et oui. moi, je Beau, lisais quoi. les Simons. Mon père avait tous les Simons. Et c'est vrai que c'était une source. C'était pas La mort de Belle ou L'escalier de fer ou... Non, Il il y a- les connaît tous, Pierre Assouline. je sais, Non, mais sais. je connais Non, mais Malval c'est et pour ça. Santamaria que j'aime beaucoup. Comment votre passé de policier? Je sais qu'on pourrait faire au moins 3 heures là-dessus, Olivier, mais Mais restons quelques mots 3 à- heures sur Sud Radio. Comment- Allez, on Comment fait votre la passé- nuit, on fait la nuit, nous tous les La deux. nuit, voilà. Comment Radio. votre passé de policier a-t-il su nourrir votre inspiration de scénariste, de metteur en scène et d'acteur? Alors, acteur, je pense que je l'étais toujours depuis tout petit. Enfin, je pense que. Alors, j'ai la prétention de dire que c'est un don quand même. Je pense qu'on a beaucoup travaillé. Après, c'est un don qu'il faut travailler. Ouais. Moi, je n'ai pas l'oreille musicale comme les grands musiciens. Voilà, c'est un don. Voilà, acteur, je savais, je faisais rire tout le monde. Voilà, j'adorais le théâtre. J'étais un cinéphile. Moi, mon premier film, j'avais 8 ans. C'était Covadis. Et après, j'ai La planète des singes, Docteur Givago. Et puis après, ça a été Il était une fois dans l'Ouest. Et moi, je voulais être Charles Bronson. À chaque fois, je voulais être le. C'est ça, vous. Bah Mais ouais, je non. peux vous poser une question toute bête. Comment est-ce qu'on devient Olivier Marchal? Non, mais ben, vraiment, parce que c'est Ben, intéressant. regardez-moi. Pour les ben, jeunes qui vous écoutent. Mais, Non, mais c'est quand même une Non, sacrée alors, carrière. non, Je veux dire, à un franchement, moment donné, non, vous étiez flic, vous êtes devenu Oui, réalisateur. Et parce un que des tout réalisateurs petit- et des comédiens tout les plus petit, j'étais respectés. très complexé Voilà. parce que j'avais aucun succès avec les filles. J'étais toujours le mec qu'on prenait en dernier dans l'équipe de foot. J'étais nul en sport, j'étais nul en tout, sauf en français et sauf dans les activités artistiques. Voilà. Et donc, mais sauf que moi, je voulais, comme je venais d'un milieu ouvrier,
et je vivais à la Teste de Buch, qui est sur le bassin d'Arcachon. J'étais en pension chez les Jésuites et je rêvais, j'avais toutes les photos, toutes les affiches de films de Delon, Belmondo, de Gabin, de Ventura encore. Je les recite parce que ça a été mes papas. Mon père était pâtissier, je le voyais jamais. Il se levait à 3h, il rentrait à 9h30, il s'endormit sur la table tellement il était fatigué. Les seuls moments où je les voyais, c'est les moments où je travaillais avec lui. Mais on travaillait, donc il était très dur dans le travail et il m'a inculqué ces notions d'honnêteté, de travail et tout ça. Mais bon, on va faire court, pardon parce que je parle tout le temps. Mais non, mais c'est passionnant. Mais c'est juste que moi je voulais être un flic, je voulais être Alain Delon, je voulais être le commissaire. En devenant policier, vous vouliez déjà être comédien en fait. Non, oui, voilà, je voulais être un flic de cinéma. Ça. Sauf que pour moi, dire à mon père je vais monter à Paris ou quitter tout pour faire l'acteur, mon père il m'aurait... il serait devenu fou de chagrin, quoi. Et donc, j'ai fait flic pour ressembler au flic que j'aimais. Ouais. Et donc après le milieu, je l'ai pris en pleine gueule. Hein. Je suis devenu un autre que moi, c'est-à-dire ça m'a révélé une violence en moi. Je me suis fait peur. On va en parler tout à l'heure. Et puis voilà, pardon. Moi, je fais court. Et puis voilà. Après, je me dis le seul métier que je peux faire derrière ça, c'est acteur. Tant mieux pour merci, nous, je vais vous dire. Oui, merci pour nous. Ouais. Autre histoire, restez avec nous, qu'on a eu envie de vous raconter. Tenez, ça va vous parler, celle de la chef opératrice Agnès Godard, Judith. Oui, Sud Radio, c'est excellent et c'est le talent de la semaine. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui de cinéma et d'écriture, tous les deux, il nous faut aussi parler d'écrire la lumière, car que serait donc un bon film sans un excellent directeur de la photographie ou chef opérateur, dans ce cas-ci sans une directrice de la photographie. Vous avez raison, Judith. Agnès Godard, c'est son nom, a débuté sa carrière en tant qu'assistante caméra aux côtés de Robbie Muller pour le film Paris, Texas de Wim Wenders, vous vous en souvenez. Autant dire que comme vous, Olivier Marchal, elle commence avec les grands, elle joue avec la consistance de la lumière dans les images et elle réinvente cette image éternellement comme si le mouvement n'avait pas de fin. Oui, et Agnès Godard aime ce même mouvement qui reste parfois comme suspendu, éternalisé sur les quelques photos de corps entremêlés qu'elle a exposées à la galerie cinéma Anne-Dominique Toussaint en 2014. My Favorite Dance met en scène un couple incarné par Emmanuel Berco et Stéphane Bouquet au travers de clichés à la texture presque aussi palpable qu'évanescente, Olivier. Sa patte, on la retrouve évidemment dans les films des grands réalisateurs qui lui font confiance et son passage au numérique a ajouté à ses instruments une maîtrise du temps contemporain. Elle collabore très régulièrement avec Claire Denis, dont elle met la plupart des films en images. Elle a également travaillé avec Éric Zonka, Agnès Varda, Claude Berry, Tony Marshall, Que des petits joueurs ou encore André Téchiné. Oui, et pour faire court, Olivier, si la composition de ces images définit en quelque sorte son talent, Agnès Godard est de ces artistes sans qui les films n'auraient pas la même profondeur de champ, n'est-ce pas Olivier Marchal ? Il s'agit bien ici de matière et de tous les métiers qui font un film à l'écran, c'est important de le dire, car une œuvre cinématographique se réalise en équipe. Et c'est excellent ça, Olivier. C'est absolument excellent. Et en parlant de chef opérateur, il y a Agnès Godard et le chef opérateur attitré d'Olivier Marchal, c'est Denis Rouden, l'alchimiste, le sorcier du cinéma français. Vous restez avec nous, c'est excellent. On revient dans un instant. Merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est excellent. C'est le titre de cette émission. Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont fait le pari de la création et le choix, comme vous messieurs, de l'excellence. Oui, et c'est excellent. C'est l'histoire de vos passions, de nos passions, de leurs passions. Nous sommes en direct aujourd'hui des Deux Magots, café mythique de Saint-Germain-des-Prés, en très très bonne compagnie. Ah, je confirme. Olivier Marchal et Pierre Assouline sont aujourd'hui nos invités, vos invités. Pierre Assouline, qui vient de publier chez Gallimard son nouveau roman « Tu seras un homme, mon fils ». Pierre, ce Louis Lambert qui rencontre Kipling et qui a eu Mallarmé pour professeur, vous n'avez pas rêvé d'être à sa place quelque part un petit peu ? Mais Louis Lambert, c'est moi. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que vous croyez ? C'est pas Madame Bovary. C'est pas Madame Bovary. On avait cru le comprendre. On va pas tourner autour du pot pendant 2 heures. Non, lui, c'est moi. Je me suis projeté à travers lui. Ouais. Et jeune prof de français au début du siècle, au début du XXe siècle. Je l'ai mis au lycée Janson parce que c'est mon lycée. D'accord. Et puis aussi parce que ça m'amusait qu'il ait pu apprendre l'anglais avec Mallarmé, grand poète, un peu hermétique, mais grand poète. Parce qu'effectivement, Mallarmé était prof à Janson, prof d'anglais. Il avait horreur de son métier. J'en avais aucune idée, vous m'apprenez mais moi quelque non plus, chose. Ah non, mais je l'ai appris à la Rassurez-vous. lecture. Prof malgré lui d'ailleurs. Hein. Oui, parce qu'il avait horreur de ça. Absolument, ouais. Mais il fallait bien vivre. on est grand poète, c'est parce que difficile quand on est d'être poète, prof, hein. il faut assurer l'essentiel tous les jours. Et il avait fait plusieurs lycées. Il avait terminé à Janson. Ça me plaisait bien, ça. Et d'autant plus que mon héros, donc Louis Lambert, mon narrateur, Vous-même donc ? c'est moi, donc est obsédé par cette idée de traduire If, ce poème de Kipling, mais surtout de le faire
à la perfection. Et la perfection, ça prend toute une vie. Parce que c'est inaccessible, la perfection. Ça n'existe pas. C'est terrible. Et les perfectionnistes, je les plains. Moi, j'en suis pas un, heureusement. Mais un perfectionniste ne termine jamais ce qui commence. Non, je vous assure. Parce que si je l'étais, je n'aurais pas pu terminer mon livre. Parce que c'est sans fin, la perfection. La quête de la perfection. Comment vous faites pour arrêter un livre, Pierre Assouline? Pour arriver Pour arrêter un livre, comment vous savez que vous êtes arrivé? Comme une grève. Je pense à Maurice Thorez et je me dis, il faut savoir arrêter un livre. Non, je me fixe. Non, je vais vous dire. Je me fixe. Non, très sincèrement, on a envie de Non, savoir mais comment ça se passe. Sérieusement, je pense à Thorez. Vraiment. Non, mais vraiment, je pense à Thorez, à sa phrase. C'est ridicule, mais c'est pas grave. Je l'applique à mon livre, mais surtout, avant de commencer un livre, je signe toujours un contrat. J'ai toujours fait ça avec mon éditeur. Avec un temps Et limité. dans le contrat, il y a marqué la date de remise du manuscrit. Et comme je n'ai qu'une parole, je ne dors pas jour et nuit tant que je n'ai pas remis il faut que je remette à la date précise. Donc il faut se créer des boundaries, comme on dirait, un Oui, peu mais imaginaires. est-ce qu'il y a des romans que vous regrettez, Pierre? Non. Non, mais pour avoir justement été obligé de les livrer dans les dates. Non, mais parce que moi j'ai appris à écrire dans un quotidien, le quotidien de Paris de Philippe Tesson, il y a très longtemps. Et c'était un quotidien balsacien, enfin bon, extraordinaire. C'est tellement vrai ce que vous dites. D'une liberté inouïe, d'une liberté inouïe. Et ce quotidien, on bouclait tous les jours. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, il y a un détournement d'avion, t'as 1 heure. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais 21 ans. Qu'est-ce qui me tombe dessus? Et on m'a porté des dépêches d'agence. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. On m'a porté les dépêches une par une, toutes les 5 minutes, qui contredisaient la précédente. J'avais qu'1 heure. Et j'ai commencé à prendre des notes sur un papier. Et mon chef de service est passé, il m'a dit non, ici il n'y a pas de notes, on écrit directement à la machine. Machine avec le ruban complètement pourri. Hein. Et donc j'ai écrit directement, et de ce jour, je ne sais pas écrire autrement que sous la pression du deadline, du bouclage. Vous êtes journaliste, hein, c'est bien ça. Je suis journaliste de profession et je suis resté. Et vous avez gardé ce sens du timing. Ouais, Je suis resté parce que j'écris encore des articles pour des journaux, des revues régulièrement. Et donc, pareil pour un livre. J'ai fixé une date, je tiens parole. Je sais que si je ne rends pas le manuscrit, c'est une catastrophe pour l'éditeur parce que tout est prévu, programmé, etc. Pareil pour un film. Hein. Tout est... Nous, on est un petit peu plus dilettante dans le cinéma. Il y a quand même des règles, mais elles sont un peu plus souples, franchement. Ah oui. Mais vous travaillez vous-même aussi, Olivier, qu'un sens du timing, c'est incroyable. J'ai vu quelqu'un travailler aussi rapidement et efficacement. Oui, parce que même moi, je peux travailler jour et nuit comme Pierre. Ça veut dire, moi, je peux me lever à 3h et finir à minuit, dormir 3 heures par nuit, mais après, c'est une règle de vie. Il y a une différence, c'est que le cinéma, c'est un travail d'équipe. Oui. Et quand vous faites un film, ça commence par l'écriture, mais moi, ça commence et ça finit par l'écriture. Je suis tout seul. Je suis le seul responsable. Mais quand j'écris comme un cancre, moi. Ça veut dire que je traîne pendant 4 mois, 6 mois, et après pendant. Oui, mais quand vous faites le film, vous engagez, vous avez une équipe entière, et c'est terrible. Bien sûr. Moi, c'est ça qui me fait peur dans le cinéma. J'ai assisté, j'ai fait un livre sur un film, un jour. Je voulais faire un livre sur l'invention d'un film, de la naissance de l'idée dans la tête du metteur en scène jusqu'à la projection du film à la première. Et j'ai suivi ce tournage, qui était un tournage énorme, parce que j'étais très lié à Claude Berry. C'était Germinal. J'ai fait tout un livre qui raconte Germinal du jour où il m'a appelé en me disant un dimanche matin, je rentre de vacances et à l'hôtel j'ai trouvé ce bouquin Germinal, j'ai envie d'en faire un film, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit c'est formidable, il me dit tu m'accompagnes. Et on ne s'est pas lâché pendant 1 an. C'était formidable, le casting, tout le tournage à Valenciennes. C'était, vous imaginez le budget, hein, c'était considérable. Reconstruire une mine en studio, enfin, c'était passionnant et j'ai raconté tout ça dans un livre. Qu'est-ce qui, selon vous, question que j'avais envie de vous poser, qu'on avait envie de vous poser à vous, Pierre Assouline, mais on peut la poser aussi à Olivier Marchal. Qu'est-ce qui fait un bon roman? Qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Expliquez un peu à celles et ceux qui nous écoutent, qui vous lisent et qui aiment le cinéma d'Olivier Marchal et qui aiment les romans que vous publiez, Pierre Assouline. Qu'est-ce qui fait un bon roman selon vous? Qu'est-ce qui fait une bonne histoire? D'abord, pour moi, un roman, c'est d'abord une histoire. Si vous voulez, j'ai un principe. Quand on écrit un roman, on raconte une histoire. Mais il y a un moment où on se dit, qu'est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte? Et ça, c'est le supplément d'âme d'un livre, c'est qu'est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte. Parce que si on s'en tient à l'histoire, si on réduit une œuvre, film ou livre, c'est la même chose. À l'histoire, c'est pas assez. L'histoire peut être très bien racontée,
il faut qu'il y ait un plus. Je ne dis pas un message, mais quelque chose en plus qui fasse que quand le spectateur ou le lecteur sort de ça, ils se disent, il y repense après. Olivier. Si on a juste raconté une Ouais. histoire, il n'y repense pas après. Ouais. Olivier. Bah, je suis d'accord avec Pierre, c'est surtout la sensibilité, au-delà du style, c'est la générosité. Moi, je suis en train de lire Mon père de Grégoire Delacour, qui est une histoire terrible sur un père qui parle de son fils qui s'est fait abuser par un curé. Ça démarre par un père qui détruit une église entièrement et qui se trompe de curé parce que le curé a été muté. Et c'est la relation qu'il a avec ce prêtre après. Et moi j'ai pleuré quand il évoque la carte postale de son fils qui lui dit « Papa, je suis bien arrivé à la colonie. Ici, on s'amuse bien avec les copains. On mange des haricots verts à la cantine. Et on sait que le fils... » Et moi j'ai chialé en lisant. Ouais. Voilà. Moi, parce que, j'ai eu le même sentiment que vous il y a quelques jours et j'y repense encore en regardant un film sur OCS. C'est un film qui s'appelle The Tale avec Laura Dern sur un abus sexuel. C'est extraordinaire de sensibilité, d'intelligence, de finesse, de subtilité. Et une fille qui a été abusée sexuellement à 13 ans par ses professeurs d'équitation qu'elle admirait. Mais elle découvre ça à 45 ans. Tard. Oui, On se rend parce compte qu'elle tard qu'on a été avait fait un abusé. écran sur ce Bien sûr. souvenir. On s'en rend Elle compte avait trop fait tard. écran et ça Bien revient. sûr. Et c'est tellement fort, Bien sûr. c'est tellement beau. C'est vraiment... Et puis cette actrice, Laura Dern, est formidable. elle est magnifique. Ouais. Pierre, Olivier, on a envie de vous entendre échanger un peu vos propres expériences, du coup, puisqu'on est sur le sujet. C'est difficile, compliqué, il était une fois. Le point de départ. C'est comment on le l'histoire. crée, le point de Ouais. départ. Je laisse Pierre parler. il est plus brillant, Merci, il est plus merci, brillant merci. que moi. Voilà, je laisse. Non, c'est Vous êtes gentil. patient tous les Ça, deux. Chacun c'est son l'amitié. style, Non, mais chacun c'est- son Mais style. c'est Chacun mais son style. non, mais c'est Il n'y a pas plus ou moins, chacun son monde c'est et pas chacun l'idée son du- c'est style. du respect, voilà, c'est Sur tout. Sud Radio, on C'est- parle vrai, c'est à on lui est de là avec parler. ce qu'on est. C'est à Pierre Voilà. Assouline Alors, de Pierre, parler il est Non, mais Pierre. c'est pas Parle-moi. l'idée d'une fois. Comment on Ouais, débute je- l'histoire? C'est surtout ça, comment on débute l'histoire? Qu'est-ce Vous qui voulez dire inspire? comment, Le début de la narration. Il était une fois. au moment Ouais. où on l'écrit ou au moment Au où moment on où est... on l'écrit, bien évidemment. Ah non, parce que ça peut être au moment où on la Non, conçoit. au moment où on Au moment où on l'écrit, moi je suis tellement habité parce que j'écris quand j'écris Oui. que j'y pense matin et soir, comment ça va commencer. Ah oui. Et ça prend du j'attends temps avant que ça commence, J'attends en que fait. ça vienne. Il ne faut pas forcer. Le Si process, on ça peut force, être quoi? 2 jours, une semaine, un ça mois? peut être des mois. Ouais, Des années Des mois. surtout, ça peut être. Ça peut prendre un temps fou. Et tant que c'est pas là, il n'y aura pas de livre. d'accord. C'est pas Olivier, grave. c'est la même chose, l'écriture d'un scénario? Ouais, oui. Immersion 13, ça m'a pris 15 ans. C'est une histoire que j'avais vécue. Je savais que je la raconterais un jour et puis après, je suis comme Pierre. Moi, je m'enferme pendant 3 mois. Je me lève à 3h du matin et je finis d'écrire à minuit. Je suis en écriture automatique. Je ne peux pas faire autrement. Je ne pense qu'à ça. Parce qu'on est tellement sollicité par... voilà, moi, je fais l'acteur. Je mets en scène et tout. Et c'est quand on écrit. René Fallet, quand il écrivait, il s'enfermait dans un hôtel. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté. Pierre, vous n'allez pas me contredire, ou alors je dis des conneries. Mais il se faisait enfermer dans sa chambre d'hôtel. Il se faisait piquer les clés par les gouvernantes. Il se faisait monter, paraît-il, la nourriture par des paniers par la fenêtre pour ne pas sortir de sa chambre. Alors c'est peut-être une légende, mais moi Non, c'est ce mais qu'on ça- m'a Ça raconté. m'étonne pas. Moi, c'est René Fallet, c'est un auteur qui m'a accompagné aussi quand j'étais ado. Ça m'étonne Et- pas. Et Antoine Blondin aussi. Hein. Voilà. Ouais. On a besoin de s'enfermer Et et de comment se on débarrasser fait du reste du Pour monde. rentrer encore un peu plus dans le secret des rois et tout ça, comment est-ce qu'on fait pour parler d'un personnage, pour le créer, pour l'incarner? Est-ce Pour que le ça faire part parler, de même, soi d'ailleurs. forcément? Est-ce que c'est une invention Non, parce qu'il y totale? a plusieurs personnages. Hein. Voilà. Alors, Louis Lambert, on a bah, compris. lui, c'est le narrateur, mais Voilà. les autres ont existé, donc ça parle. Et alors comment on les crée même quand ils ont existé? Parce que c'est forcément Alors, romancé pour à un les moment créer, donné. pour les faire vivre, moi, je marie l'histoire avec un grand H et les histoires, c'est-à-dire l'histoire et la littérature. Donc là, en l'espèce, et pour Lutetia, pour Sigmaringen et pour celui-ci, avec Kipling, c'est la même méthode. Je m'immerge. Bon, je lis d'abord les biographies, les livres sur lui, etc. Après, je lis tout ce qu'il a écrit. C'est la moindre des choses. Mais après, je m'immerge dans sa correspondance. Car les lettres d'un créateur, c'est là qu'il y a ses vérités. Quand on écrit des lettres, qu'on soit écrivain, cinéaste, peu importe, c'est pas le sujet. Quand on écrit des lettres, on ne pense jamais qu'elles vont être publiées. Il y en a qu'un qui écrivait pour la postérité, c'est André Gide.
qui, quand il écrivait, il faisait un double pour la Pléiade. Bah oui, mais les À autres, l'avance. les autres jamais. Ça s'appelle de Et, l'ego, ça. et là, dans la correspondance, il y a 6 tomes de correspondance de Kipling, il y a tout. Il y a tout. Ah Donc oui, j'ai oui. puisé là-dedans pour construire son personnage et attraper et faire des dialogues. Pierre, on sait que Olivier Marchal aime vos romans, aime le romancier que vous êtes. Est-ce que vous aimez le cinéma d'Olivier Marchal? Il va pas Oui. dire non. Oui, bien Pierre. sûr. Ah, on parle vrai Alors, ici. j'ai pas des tout Non, on fois. vu. parle vrai sur Sud Radio, je Je tiens à le n'ai préciser. pas quand tout même. vu parce Oui. qu'il a cité des titres Voilà. que je n'ai pas vus, mais les films que j'ai vus, oui, bien Francis Quay sûr. des Orfèvres, par exemple. Voilà, c'est bien sûr, On parlait je l'ai du vu. grand classique. Bien sûr. Mais c'est Mais- important, mais c'est d'autres- une Oui, œuvre mais ça me éponyme. hein. touche, mais bon, mais C'est vachement important. c'est ce pas mon film. film préféré, loin de là. En même temps, Mais il bon, a- mais ça me touche, quoi. il a une signature visuelle Ouais. et scénaristique Ouais. qui fait qu'on reconnaît que c'est Olivier Marchal. C'est vrai que l'univers de la police, bon, est quand même là bien présent. Très particulier. Et il y a aussi une signature visuelle. C'est Bien pas, sûr. bah oui, c'est. Si vous, à mon avis, hein, mais je me trompe peut-être, mais en tout cas c'est mon cas. Quand on zappe à la télé et que On tombe sur on tombe Marchal. sur un film qu'on ne sait pas ce que c'est, au bout de quelques C'est minutes, gentil, Pierre. on reconnaît que c'est Olivier Marchal. Eh, C'est bien gentil, sûr. Pierre. Eh oui, bien Ah sûr. oui. Mais ça Bien compte, sûr. fait la Et c'est distance. aussi ça, c'est excellent. hein, Je c'est de regrette trou- pas de d'être créer venu. des ponts entre, entre nos Non, mais différents je dois dire que secteurs. quand j'ai lu Lutétien de Pierre, à l'époque, je ne savais pas qu'on allait se rencontrer un jour. Et que j'ai décidé, moi j'ai essayé de bloquer les droits pour en faire l'adaptation. Et c'est vrai qu'on m'a répondu à l'époque que le film était cher. Et c'est vrai que le film, il est impossible en France en tout cas. Ouais. Parce qu'il faut tourner au Lutétien, donc il faut bloquer l'hôtel. Non mais Non, après on peut le refaire en studio ou ailleurs. plus Et maintenant. tout. Oui, Non, plus maintenant. Mais c'est d'abord, vrai, à l'époque où Ils je ont voulais le faire, redécoré, mais même non, le UTCA pour le faire, il faut le faire. oui, il faut le refaire, il faut, comme à il l'époque. faut en studio. trouver Mais moi, un hôtel moi, ancien en Qui Roumanie. ressemble à ce que Ouais, c'était ouais. à l'époque. Voilà, ouais. En Roumanie, il y en a moi, plein. moi, je recommande à tout le monde de lire Lutétia de Pierre Assouli en tout cas. Bonne Et, prescription. Alors, je n'ai pas lu le prochain, mais que je vais lire le tout de nouveau, ce ouais, pas. ce sera un homme office Je qui suis va en vous plaire, tournée en Olivier, plus, il va donc vous plaire. je suis dans le train tout le temps. Il va vous Donc j'ai plaire. le temps de lire et avec grand plaisir. Justement, au chapitre des bonnes lectures et des bons films que vous avez envie de conseiller, vous restez avec nous. On a dans l'idée quand même que vous appartenez encore, Pierre Assouline, Olivier Marchal. Vos bonnes prescriptions, on va les partager sur Sud Radio. C'est l'Instant Culture, si je ne m'abuse, Judith Belair. Oui, tout à fait. L'instant culture de Sud Radio, autres histoires de création. Nous vous écoutons maintenant, messieurs. Alors, vos Alors. recommandations. Pierre, c'est à vous. Quoi de quoi De un livre une Vous pièce avez Un carte livre, une blanche. pièce, Qu'est-ce que vous une avez expo, conseiller aux auditeurs Un de truc Sud que vous avez envie Ouais. de dire, ouais. Attends, il faut que je réfléchisse. Alors Olivier, pendant Olivier, ce temps. on a- Alors, Attends. pendant que Pierre réfléchit. Donc le Parce que- roman, Pierre lutter. En fait, il faut dire que Pierre a Pierre bu du réfléchit whisky vraiment. japonais et qu'il est ivre. Je vais suis vous pour parler de rien, Pierre je suis Assouline. pour rien. Non, Non, je il est plaisante. jet lag, il est jet Je lag. plaisante. Non, alors moi j'ai parlé du livre Mon père de Grégoire Delacour, évidemment, que je suis en train de lire, qui m'a bouleversé, qui me bouleverse. Et je recommanderais Une promesse de Sorge Chalandon. D'accord. Voilà, qui est. Bon choix. Voilà. Et au cinéma. Papy Sitter. Non, bien sûr, Le Babysitter Qatar prochain. de Philippe Guillard qui va sortir. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, c'est vrai que j'ai eu un coup de. Mais c'est banal de dire ça, mais j'ai été voir Les Misérables. Et c'est vrai que je me suis dit, je m'y suis traîné parce que je pensais que c'était un film anti-flic. Et c'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, ça me fait plaisir de voir que le cinéma français est capable de produire des films comme ça. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est Espèce menacée, qui est un film qui date un petit peu de 3-4 ans. Ouais. Vous pouvez le voir en VOD, tu le connais, Ouais, je l'ai Olivier. vu, ouais, je l'ai vu, J'ai ouais. j'ai félicité le metteur en scène. J'ai appelé, voilà, c'est un film sublime. Bon choix, homme de goût. Pierre Assouline, à Alors, vous. Oui. le livre, ça serait le nouveau roman de Pierre Lemaitre, qui est magnifique, qui est le 3e volume de sa trilogie. Je crois que ça s'appelle Miroir de nos peines, je crois, et qui est très très beau. Aussi beau qu'Au revoir là-haut, qui a eu le prix Goncourt, et que le précédent. Comme film, j'en ai 2 ou 3, et pardonnez-moi. Un qui s'intitule Mientras dure la guerra, qui est un film espagnol de Ahmed qui vient d'avoir les Goya, qui a été primé, qui est un très beau film sur l'opposition, la résistance du philosophe Miguel de Unamuno face au franquisme et à Franco. Tout à fait héroïque. Je l'ai vu à Madrid et le film va arriver dans très peu de temps en France. Je voudrais également, alors The Tale sur OCS dont j'ai parlé, Oui. et puis j'ai vu avant-hier un film
extraordinaire sur Netflix. Désolé de citer, Bah non, mais j'ai bah. cité quand même un film de On le cinéma. regarde tous. Hein. Il passe C'est à pas la grave, radio. pour moi ça change rien. Pour moi c'est du cinéma. Non, bien sûr. Ce film, il vient d'apparaître sur Netflix. Il s'intitule Uncut Gems. Je l'ai vu hier soir. C'est Incroyable, il est incroyable. incroyable. Là, Il est incroyable. il Je est le génial. recommande à fond. il est génial. mais il est incroyable. Non mais l'acteur, L'acteur, il joue que des rôles de cons. Non, mais de- là, non, mais il là, est il s'appelle- incroyable. Il est il s'appelle- incarné. se il lâche. s'appelle Sandler. Non, mais attends, C'est il son est vrai nom. incroyable. Bien sûr. Vous connaissez Sandler, Non, ce mais gars? Moi je connaissais Oui, pas. bien sûr, mais c'est un acteur qui. Ah non mais Oui, le non, mais type, c'est Adam Sandler, ça on se est passe bien dans le d'accord. Adam milieu. Sandler, bien sûr, qui joue que les rôles d'abrutis. C'est bien un sûr. rôle dramatique. On peut écouter Attends mais Pierre, peut-être excuse-moi mais Ouais. il n'est pas dans un comique mais c'est Ça a hurlé de rire. Ça a hurlé de Ah, rire. Je suis d'accord. c'est désopilant et tragique. Il est vachement Mais bien. ça se passe entièrement dans les deux rues où il y a des diamantaires à Manhattan. Ouais. Mais le film 44e est et exténuant. 47e. Il est exténuant parce que du début à la fin, il n'arrête pas de courir. Et alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai vu que c'était coproduit par Scorsese. Ah, mais il est bon, Et Scorsese, c'est pas un il est toujours hasard là où parce il faut. qu'il y a du Scorsese là-dedans. Ouais, évidemment. Mais un Scorsese ashkénaze. Au lieu d'être rital Bon, Il pour le est génial. spectateur. Mais À c'est voir, formidable. à ça voir. reste tous les deux, vous êtes prolixes, on adore ça. Olivier Marchal, Pierre Assouline, vous recevoir ici au De Mago a été un grand plaisir. Donc vous qui nous écoutez, vous êtes fan d'Olivier Marchal, bon, ce sera à l'automne prochain. Il est très très attendu ce nouveau long métrage. Papy Sitter avec l'ami Philippe Guillard et Gérard Lanvin, le Sur le poteau de 4 toujours. mars. Ça c'est le 4 mars. Et puis le nouveau roman de Pierre Assouline, Faites comme nous. Vous en parlez à votre libraire et s'il ne l'a pas changé de libraire, ce qui m'étonnerait, chez Gallimard, tu seras un homme. Mon fils, merci, un grand merci. Merci à tous les deux. À vous tous. Ouais. Autre histoire, Autres ouais. histoires de création, autres invités, c'est excellent. On revient la semaine prochaine, Olivier. D'ici là, plein de belles choses, passionnantes, excellentes, à vous et merci de rester fidèle à Sud Radio. C'était excellent.